Bonjour Serge Thiard. Bonjour Gérard. Alors Serge, je vous connais depuis quelques temps maintenant, on s'est connus sur les réseaux sociaux, Hum. mais vous avez tout un parcours, je dirais, créatif et en même temps associatif, mais pas que. Vous allez nous expliquer un peu déjà qui vous êtes tout simplement et quel a été votre parcours dans la vie. Alors, qui je suis, mon parcours il est long, hein. J'ai 68 ans, donc forcément mon parcours est très long, hein. Eh ben, on va le résumer. Donc, en résumé, après le bac, je suis rentré dans le métier de la communication, de la publicité et du design graphique. Ça a été mon métier pendant à peu près 45 ans. Ça l'est toujours, même si je suis à la retraite depuis 5 ans, bientôt 6. Certains clients ne veulent pas me lâcher. Donc je continue à... Fidèle. Oui, fidèle. J'ai été obligé de me séparer de certains clients parce que j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de profiter de mes passions et je ne garde que des clients, on va dire, amis et pour lesquels j'ai une grosse affection. Parce que je suis devenu quasiment ami avec tous mes clients. Simplement parce que je suis passionné, j'étais passionné de mon métier, voilà. Que vous avez fait en agence, c'était votre propre agence ou C'était ma propre agence. J'ai travaillé 5 ans chez l'annonceur. D'accord. Oui, j'ai travaillé 5 ans chez l'annonceur. Ensuite, je me suis mis à mon compte parce que j'ai toujours eu une volonté d'indépendance. Je suis véritablement un indépendant. Donc j'ai voulu être mon propre patron. Donc j'étais indépendant, j'ai créé des agences. Au final 3, donc j'ai eu 3 associés. Et voilà, et j'ai fini ma vie professionnelle. Je me suis séparé de mon dernier associé, avec qui je suis resté très ami, en 2009. En 2009, j'ai remonté une structure tout seul pour aller vers la retraite tranquillement. Et en 2019, j'ai pris ma retraite. 2019 étant juste au moment où je me suis mis à la retraite, c'était mon année professionnelle la plus lucrative de toute ma vie. Et alors moi je vous ai connu via deux choses. D'abord votre passion pour le cinéma et vous allez nous en parler. Et la deuxième chose c'est que aussi vous avez présidé une association qui s'appelle Elle Danse, qui est une association qui, comme son nom l'indique, fait danser, mais pas que des femmes d'ailleurs, pas que elle, mais Non. aussi il, qui fait danser des malades ou des gens qui sont en rémission de cancer, Tout à qui ont fait. été guéris de leur cancer. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de cette passion pour le cinéma qui vous a fait passer derrière la caméra? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette association? Alors, ma passion pour le cinéma démarre très très jeune, je vais avoir peut-être 14 ans. Je m'occupais avec mon frère aîné du ciné-club de la ville où j'habitais. On s'occupait de l'association communale, je sais plus, je sais pas quel est le nom, mais on s'occupait du ciné-club. Et là, j'ai découvert des films passionnants, mais véritablement passionnants. Juste 2 exemples qui me sont restés en tête. C'est La captive aux yeux clairs de Howard Hawks et c'est également Los Olvidados de Luis Buñuel, qui sont tous les deux des films très humanistes. On s'excuse pour l'ambulance qui est passée. Voilà. Pourtant, nous sommes limite dans un bunker, mais Voilà. on a quand même entendu une ambulance passer. Et donc, ouais, Buñuel et Voilà, Buñuel, Los Olvidados, Howard Hawks, voilà. La captive aux yeux clairs. Et bien d'autres. Donc ça a été, je me suis dit, waouh, on peut faire quelque chose avec des images, on peut faire quelque chose avec des mots, on peut faire quelque chose avec des émotions. Par exemple, il y a eu Cris et chuchotements dans lequel il y a très très peu de paroles, mais pourtant les paroles sont les images. Les paroles sont les images et donc j'ai trouvé ça passionnant. J'étais déjà passionné de photo parce que je m'occupais du club photo au lycée. Voilà, donc j'ai toujours été passionné par ce monde d'images, ce monde d'émotions, ce monde artistique. Et ma vie professionnelle ayant été très très chargée, parce que je travaillais très souvent, allez, on va dire au minimum 6 jours par semaine et au minimum entre 12 et 14 heures par jour. Il m'est arrivé de faire du 7 jours sur 7, 18 heures sur 24. Et donc je n'ai pas eu le temps de vivre mes passions. Arrivé à 1 an ou 2 de la retraite, je me suis mis à... J'ai eu ce besoin, mais vraiment immédiat, de commencer à écrire. Et j'ai commencé à écrire un roman que je suis en train de terminer. C'est des souvenirs d'enfance, parce que dans l'enfance, à l'école, on avait fait
suite à des dissertations, on nous avait demandé d'écrire des choses. L'un, c'était sur Dialogue de bêtes de Colette, et il fallait inventer une autre histoire. Et l'autre, c'était La nuit des temps de René Barjavel, qui m'a prodigieusement marqué. Et j'ai commencé à écrire. J'avais ce besoin, parce que j'ai au fond de moi, je le sens d'une manière très organique, j'ai au fond de moi des tas de choses que j'ai enfouies. J'ai enfoui des tas de choses en moi, des passions, des choses que j'avais envie de dire, des choses que j'avais envie de faire. Et je me suis libéré comme ça, d'abord en écrivant. Et à force d'écrire, j'ai écrit également des scénarios de films. Et j'ai suivi un ami cinéaste que j'ai connu dans le cadre de mes besoins professionnels. On avait fait un film sur une grosse entreprise. Et donc voilà, je l'ai suivi, je l'ai aidé à produire ses films. L'un qui s'appelle Percute Jam, là je suis en communication. C'est sur des autistes musiciens. C'est un film absolument sublime qui m'a énormément marqué. Ensuite, je l'ai accompagné sur un film qui s'appelle Je t'aime, filme-moi, où on est allé à la rencontre partout en France de gens sur un concept simple qui est de leur demander de nous faire une déclaration d'amour. Voilà. Alors, il y a le cœur du film qui est une fiction, et il y a toutes ces déclarations d'amour qu'on a voulu être réelles et non pas jouées par des comédiens. Donc je l'ai accompagné, je lui ai présenté des tas d'amis comédiens, on a vécu une période absolument merveilleuse. Troisième film que j'ai produit, coproduit avec lui, c'est un film qui s'appelle Elle danse, parce que justement, et on va en venir à l'association, j'étais président de l'association Elle danse, et j'ai présenté la fondatrice qui s'appelle Aude, qui est cette personne qui était anciennement notaire, mais qui a tout lâché pour vivre sa passion. C'est encore une histoire de passion. Sa passion, c'était la danse. Et elle a reçu, un peu comme une mission divine, d'aller danser auprès des personnes touchées par le cancer. Allez savoir pourquoi, aujourd'hui, je ne le sais toujours pas, mais c'est sa passion. Elle va danser au chevet de malades, soit en fin de vie, soit en rémission, etc. Et donc on a fait ce film qui est sorti en salle, qui a eu un joli parcours en distribution. Voilà, ça c'est pour la partie cinéma. Ensuite, peut-être qu'on va y revenir. J'ai réalisé mes propres films et j'ai de nombreux projets également cinéma. L'association Elle Danse, j'ai fait connaissance donc de la fondatrice, Aude, dans le cadre d'une autre association dans laquelle elle allait danser. C'est l'association Étincelle, qui pareil vient en soutien aux femmes qui ont eu un cancer, mais qui s'en sont sorties. Là, ce sont pour des femmes en rémission. Et moi, je travaillais également bénévolement pour cette association, parce que j'estimais qu'en tant qu'humain, en tant que chef d'entreprise, je devais donner de mon temps pour les autres. Et lors d'une soirée de fin d'année, une soirée, je rencontre Aude, et là, j'ai eu un véritable coup de foudre, amical évidemment, un coup de foudre pour cette personne dynamique, impliquée. On est devenus très amis, je suis allé découvrir un petit peu des spectacles, Elle danse, qu'elle animait, et un jour elle m'a demandé d'être président de l'association. J'ai accepté, évidemment, pour moi c'était un honneur. Et pendant 7 ans, 8 ans, je ne sais plus, j'ai présidé cette association, j'ai lâché le poste parce que il demandait beaucoup plus de présence. Et puis voilà, aujourd'hui l'association est présidée par une femme extraordinaire, qui s'appelle Florence. Et voilà. Donc, voilà. C'est pas ma seule expérience associative, parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai créé un trophée golf pour l'association Personnage. On est également dans le handicap. Et pendant 20 ans, ben voilà, j'ai accompagné Personnage. Je suis devenu très ami avec le petit-fils de Lino. Lino Ventura, qui s'appelle Christophe Lasserre Ventura. Et voilà. Ça me confirme que vous êtes effectivement un témoin tout trouvé pour un podcast qui s'appelle Le bonheur, c'est les autres. Puisque même si vous avez dit que vous aimiez votre indépendance et travailler de manière libre, vous avez toujours fait les choses avec les autres, pour les autres, en compagnie des autres. Donc voilà, vous êtes un témoin idéal. C'est quoi votre définition du bonheur ? Vous diriez que c'est quoi le bonheur pour vous ? Oh là là. Le bonheur, c'est probablement la chose la plus simple à définir,
mais c'est également la chose la plus compliquée à définir. Si je devais trouver un résumé de, pour moi, ce qu'est le bonheur, je dirais c'est la rencontre. C'est aller à la rencontre des autres. C'est donner de son temps, c'est échanger, c'est parler. Pour moi, c'est ça le bonheur. C'est les gens, c'est la vie, c'est des rencontres. Si je vous demande quel souvenir de votre enfance remonte spontanément à la surface, vous me diriez quoi? Déjà, vous étiez le petit Serge Thiard, il habitait où J'habitais à Bondy. À Bondy, donc en région parisienne. Dans le 93. Et vous avez parlé tout à l'heure, vous aviez un frère, vous aviez plusieurs frères et sœurs? Alors j'avais 4 frères et une sœur. D'accord. Malheureusement, aujourd'hui, on est 3 frères et une sœur. Et voilà, je suis le 3e. D'accord. Je suis le 3e d'une fratrie où, pareil, on vivait le bonheur, parce que voilà, la famille, c'est aussi le bonheur. Ouais. C'est notre définition du bonheur, c'est la famille. Et un souvenir qui me vient spontanément, il y en a un qui me vient spontanément. C'est assez amusant parce qu'il ne me vient pas souvent en tête, mais là, j'étais malade. J'étais au CP, j'étais malade, j'avais un problème de gorge, de fièvre, etc. Donc j'étais alité dans le lit de mes parents, et je trouvais ça génial. Et un jour vient sonner à la porte. Je vais essayer j'ai les émotions qui montent, je suis très émotif. Sonne à la porte, à l'époque on appelait ça une maîtresse, ma maîtresse de CP qui s'appelait Mademoiselle Pontillon. Et elle était venue et ma maman lui avait fait un chocolat chaud. J'ai eu une fierté et un bonheur de voir ma maîtresse, Mademoiselle Pontillon, assise à côté de moi dans le lit de ma mère, qui venait demander de mes nouvelles. Voilà. C'est un bonheur hyper simple, mais grandiose, quoi. Le bonheur est forcément simple. Alors là, ça va être hyper dur parce que vous êtes à la fois un passionné de littérature, un passionné de cinéma, un passionné de théâtre, un passionné de création au sens large. Mais si je vous demande un livre, un film, une pièce de théâtre ou un auteur, voire une chanson, enfin quelque chose, ou un poème, qu'est-ce qui vous a marqué de manière indélébile et pourquoi? C'est un de chaque ou... Je laisse libre en général. En général, je dis un, mais les gens, soit ils trouvent tout de suite la chose qui les a vraiment marqués, soit ils se trouvent obligés de faire une énumération. Moi j'en ai deux, clairement. C'est La Métamorphose de Kafka et c'est Ne me quitte pas de Jacques Brel. D'accord. Ouais. Et alors, La Métamorphose de Kafka, vous l'avez découvert à quel âge? J'étais j'ai plus un centre primaire ou secondaire, entre 5e et 3e, c'est le secondaire, je crois. J'étais dans le secondaire, ça devait être en 5e. Et alors, qu'est-ce qui vous a saisi? Parce que vous avez parlé juste avant de Barjavel, qui est aussi un livre qui a eu un énorme succès. La Métamorphose, évidemment, c'est un succès qui traverse les siècles, qui malheureusement a eu droit à quelques attaques immondes dans les derniers mois, dans les dernières années, notamment par une écrivaine qui aujourd'hui vient de ressortir un nouveau livre et qui se proposait de massacrer la bestiole au bégon vert ou au bégon rouge, c'est-à-dire ni plus ni moins que le produit que les Allemands utilisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on ne la nommera pas. Mais donc, qu'est-ce qui vous, dans La Métamorphose, qu'est-ce qui vous a particulièrement ému? Bon, Ne me quitte pas, je pense que c'est un peu plus évident pour tout le monde, mais particulièrement dans La Métamorphose, qu'est-ce qui vous a... Ce qui m'a ému, alors, on y reviendra peut-être après, je parle de La Métamorphose, je parle de Kafka, je parle de ce gros insecte cafard qui reçoit une pomme dans l'abdomen. J'en parle dans le premier film que j'ai réalisé. Ce qui m'a terriblement marqué, c'est le fait que quand il y a une transformation, qui pourrait être une maladie, qui pourrait être un handicap, qui pourrait être n'importe quel problème, la personne est mise à l'écart. La personne est mise en... Je ne suis pas persuadé que la personne ait été réellement transformée en cafard. C'est évidemment une allégorie. Image, oui. Une allégorie. Pour moi, ce qui m'a terriblement marqué, c'est la mise à l'écart. Voilà, la mise à l'écart, on n'en parle pas, il faut s'en débarrasser, ou surtout, il ne faut pas en parler, il ne faut pas que les gens apprennent. Voilà, et cette allégorie, je l'ai reprise dans mon premier film, où il y a une mise à l'écart, donc c'est la rencontre d'une personne qui est devenue SDF,
et que sa fille, qui est auteure de théâtre, rencontre dans un couloir de gare après très très nombreuses années. Et il y a de gros parallèles entre Kafka, la métamorphose. Voilà. Je parle également de La Nuit des temps de Barjavel. Je parlais également dans ce film du livre de ma mère, d'Albert Cohen, qui est un livre que tout le monde devrait avoir lu. Mais en fait, ce que vous décrivez par rapport à Grégor Samsa, donc le personnage de Kafka, dans La Métamorphose, et ce que vous décrivez par rapport à ce que vous avez mis dans votre film, c'est ni plus ni moins, pas simplement d'une mise à l'écart, c'est une mise à mort sociale, en fait. Oui, c'est ça. C'est une mise à mort sociale. Mise à l'écart, et forcément, ouais. c'est la fin, quoi. On t'enferme là, et puis tu n'existes plus. Donc, effectivement, c'est une mort sociale. Et on a eu plein d'épisodes depuis Kafka, malheureusement. Là, c'est une mise à mort individuelle, mais il y a les mises à mort individuelles et les mises à mort collectives, sociales. Voilà. Mais en tout cas, c'est bon choix, La Métamorphose, et puis Ne me quitte pas de Jacques Brel. Vous êtes un homme d'image, vous êtes un homme de son, et vous êtes aussi un homme de mots. Vous l'avez dit, vous écrivez, vous lisez beaucoup. Quel est le mot de la langue française que vous préférez? Ou bien le mot auquel vous pensez là, à l'instant où on se parle? Et pourquoi? Alors j'allais dire métamorphose, mais c'est trop facile parce qu'on vient d'en parler. Je pense que c'est famille. Le mot famille. Mot famille. Parce que la famille, c'est quoi? C'est le cœur battant d'une vie. Alors, la famille, c'est un ciment. C'est un ciment. C'est un lieu. C'est un lieu de rencontre. C'est un ciment où voilà, tout le monde. C'est la sécurité, c'est la joie. Ça l'a été pour vous. Donc, oh oui. Mais donc vous n'êtes pas gidien. C'est pas la famille je vous hais, vous. C'est famille je vous aime, vous. Ah moi, c'est famille je vous aime. Oui, oui. J'ai encore le bonheur d'avoir une famille extraordinaire. On se voit souvent. J'ai moi-même 69 ans, donc j'ai créé ma famille. Vous avez des filles et des fils? J'ai deux fils merveilleux qui sont véritablement merveilleux. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai deux petites filles qui sont sublimes, qui m'ont. Quand on est papy, j'ai découvert le rôle de papy, qui est le rôle le plus important de ma vie. Le plus important de ma vie, c'est fabuleux d'être papy, et donc voilà. Et vous faites de la résistance. Vous êtes papy, fait de la résistance. J'essaye de résister à tout ce qui peut être négatif dans la vie. J'essaye. Et Dieu c'est sait pas qu'il y en a toujours beaucoup. simple. Ouais. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans la vie, sous-entendu pour être heureux? Vous allez peut-être me redire la famille, mais... Oui. Mais au-delà? Au-delà de la famille, au-delà du bonheur, au-delà de l'amour, au-delà de l'écriture, du cinéma, etc. Très simplement, j'aime bien les bonnes bouffes, j'aime bien la nourriture. Vous êtes un épicurien? Je suis un épicurien et j'aime toutes les cuisines, mais véritablement toutes les cuisines. J'ai goûté, je crois, à toutes les cuisines. La préférée étant la cuisine de ma mère. Ouais. Mes parents étaient tunisiens, et donc j'ai un plat absolument préféré parmi tout au monde. La pkaïla. Voilà. J'ai gagné. C'est la pkaïla. Et c'est un plat que, quand les gens voient ça, ils disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ah ouais, ça a l'air très moche, mais en fait... Ça a l'air très moche, mais c'est très bon. C'est délicieux. Ça, c'est une nouvelle question que je pose depuis quelque temps. Je vous demande pas si vous êtes croyant, pratiquant, parce que ça, pour moi, c'est une question intime. C'est une question intime. En revanche, je pense que c'est intéressant de vous questionner sur votre rapport à la spiritualité et à la mort, et éventuellement avec l'au-delà. Enfin, en tout cas, est-ce que vous avez un rapport, on va dire sain, un rapport normal mais sain, ou vous avez peut-être je sais pas moi. Dans les gens que j'ai interviewés, il y a des personnes qui m'ont dit oui, j'ai des fois des sensations bizarres, d'entendre des voix, des choses comme ça. Mais sans aller dans... Ouais, on n'est pas à Poltergeist ou à Amityville, la maison du diable, mais quel rapport vous avez avec la spiritualité au sens large? Comment vous vous positionnez par rapport à la mort? Alors, très sincèrement, c'est peut-être la question la plus essentielle pour moi. J'en parle dans mon premier roman, c'est quelque chose qui fait partie de moi. L'au-delà, les autres mondes. Je sais que ma maman, qui est partie en 2010,
il y a 14 ans, il y a 14 ans maintenant, est toujours à mes côtés. C'est-à-dire quand j'ai une bonne nouvelle à annoncer, ou une mauvaise, mais j'ai quasiment jamais de mauvaise nouvelle, quand j'ai quelque chose de bien, je me suis dit, tiens, je vais en parler à maman. Vous lui dites, vous lui parlez. Voilà, je lui parle, mais ça dure une fraction de seconde au moment où je me dis, ben non, elle n'est plus là. Et après, je me dis, mais si, elle est là puisque j'y pense. Et quand je pars en vacances, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, une fois que j'arrive sur mon lieu de vacances, je me dis, tiens, il faut que j'envoie un message à maman pour lui dire que je suis bien arrivé. Donc, je la sens près de moi. Je la sens près de moi. Et ça, j'en parle dans mon premier roman, j'en parle dans mon premier film également. Ensuite, mon rapport à la mort, c'est quelque chose dont j'ai eu peur avant. On a tous plus jeunes, bizarrement plus jeunes. Et plus, on va dire, ma vie, mon vécu s'allonge et donc mon restant à vivre se raccourcit, plus j'y pense, mais pas de manière négative. Je me dis, c'est dommage, je veux pas partir trop tôt parce que j'ai tellement de choses à faire. Je me dis, ça va être dommage parce que je vais manquer à ceux qui m'aiment, c'est évident. Ils vont avoir de la peine, etc. Je me dis, j'aimerais bien qu'à mon enterrement, à mes obsèques, il y ait de la musique, il y ait des gens qui récitent des choses. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis musiciens, chanteurs d'immenses talents. Et donc, voilà. Et j'ai même un moment, en plaisantant, proposé à mon ami Alexandre Messina, cinéaste que j'ai accompagné sur plusieurs de ses films, je lui ai dit j'adorerais être présent à mes obsèques pour voir les gens, pour voir peut-être un peu égoïstement, de manière peut-être un peu ouais, c'est un petit peu bizarre de savoir ce que les gens pensent de soi, d'entendre de belles choses sur soi. Et donc je lui ai proposé de faire une répétition. Et j'avais posté ça sur les réseaux sociaux en disant, voilà, je vous invite et on va faire une répétition de manière à ce que je puisse voir de mon vivant mes obsèques. Excellent. Voilà, et donc j'ai pas peur de la mort parce que une fois qu'on est mort, on ne souffre plus, on n'a plus de problème. Mais j'ai la chance de ne pas souffrir, j'ai la chance de ne pas avoir de problème. Et donc voilà, donc j'aimerais vivre mon bonheur le plus longtemps possible et voilà. Cette histoire de répétition et de répétition des obsèques de votre vivant pour savoir ce qui se passe quand vous allez mourir, ça me fait penser à un dessin qui était paru dans un journal américain, je ne sais pas lequel c'était, où on voit un corbillard avec deux gars derrière et personne derrière. Il n'y a que les deux gars qui sont en train d'accompagner le corbillard et l'un des deux gars dit à l'autre, quand on pense qu'il avait 2000 amis sur Facebook. Oui, j'avais vu ce truc, voilà. C'est phénoménal. Voilà. J'avais trouvé ce dessin absolument... mais vous avez la chance d'avoir de vrais amis dans la vraie vie. Oui, j'ai eu également de vrais amis que j'ai connus via Facebook. Oui. Parce que mon épouse me disait, ouais, Facebook c'est du virtuel, etc. J'ai dit non, je me suis fait de véritables amis proches sur Facebook. Parce que moi je suis quelqu'un de la réalité. C'est-à-dire que quand le virtuel c'est bien, mais j'ai besoin de voir physiquement les gens. Ouais. Voilà, ça a commencé avec le poker, où je faisais du poker en ligne et j'ai organisé des pokers, du poker en live, quoi. On a un ami commun qui fait ça, puisque Denis Memoun, qui va d'ailleurs bientôt passer sur scène. Je vais le voir mardi 17, voilà. Le prochain. Et je vais également faire un petit peu votre job, c'est-à-dire que je vais faire un micro-trottoir à la sortie du spectacle de Denis. J'ai eu la chance de faire son affiche, il m'a demandé de faire son affiche. Ah, c'est vous qui avez fait l'affiche. C'est moi qui ai fait l'affiche. On rappelle le nom de la pièce, je ne sais pas si au moment où on passera cet épisode, la pièce aura déjà démarré. Alors c'est Karl versus Paco. Ouais, Karl Lagerfeld versus Paco Rabanne. Et Denis Memoun joue les deux rôles. Il joue les deux rôles, ouais. Ça va être quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas un acteur professionnel. Non. Ça va être un grand moment. Mais c'est un grand humaniste et c'est un homme. Et merci à Denis de bien. m'avoir permis de vous rencontrer, car c'est grâce à lui que je vous ai rencontré. Serge, pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Celui pour lequel vous avez le plus, pas le moins. J'ai pas entendu le début. Le défaut de vos contemporains pour lequel vous avez le plus d'indulgence. Oula. La gourmandise, parce que vous êtes vous gourmand vous-même. Non, je plaisante. J'avoue, j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que je suis quelqu'un de fortement aimant, fortement. J'aime les gens, j'aime tout ça, mais je n'aime pas trop les défauts. J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup.
Et donc, quel est le défaut pour lequel je serais le plus indulgent? Alors, évidemment, vous avez dit la gourmandise, il peut y avoir la gourmandise, mais c'est un peu facile. Je sais pas, j'ai pas d'indulgence pour les défauts, c'est pas bien, Parce hein. que, ouais, non. C'est pas bien. C'est peut-être pour ça que vous avez construit votre carrière de manière indépendante. Oui. C'est que, à un moment donné, les défauts des autres vous sautent à la figure. Mais vous êtes conscient en même temps de vos défauts à vous. C'est ça qui est bien. Je suis Ouais, bourré de défauts. ouais. Bourré de défauts. J'ai quelques qualités, j'en ai conscience aussi. Je pense qu'il faut avoir conscience totalement de ce qu'on est capable de faire, de ses qualités, et je suis conscient de mes qualités. Je suis conscient de mes qualités, mais je suis terriblement conscient de mes défauts également. Je crois qu'il y a un écrivain, mais j'arrive plus à me souvenir qui, avait dit que on était plus défini par ses défauts que par ses qualités. Qu'en réalité, si on voulait bien creuser un peu, on découvrirait que les qualités finalement sont relativement dans la norme, alors que les défauts sont souvent énormes, impressionnants. Est-ce que vous avez tendance à beaucoup douter dans la vie? Ou à douter tout simplement? Et est-ce que quand vous doutez plutôt de vous, plutôt des autres? Alors, je doute beaucoup des autres. Ah ouais? Je doute beaucoup des autres. Soit je doute beaucoup des autres, soit j'ai une confiance aveugle dans certaines personnes. D'accord. Voilà. De moi, j'ai douté beaucoup plus jeune. J'ai été jusqu'à l'âge de 22 ans un timide extrêmement maladif, ou un extrêmement maladif timide. J'ai été guéri, et donc j'ai douté plus jeune. Je pense que plus on est jeune, plus on doute. Et plus on avance dans la vie, plus on avance dans les expériences de la vie, moins on doute. Moins on doute. Et aujourd'hui, je doute peu, en tout cas, je doute peu de moi. Par contre, je doute de certaines choses. En politique, j'ai des doutes énormes, évidemment, mais là-dessus, on en a tous. Ouais. Voilà, grosso modo, sur le doute, ce que je peux dire. Après, tout le monde ne pense pas forcément comme vous. Il y en a qui pensent que les jeunes, au contraire, ne doutent pas et foncent dans la vie, et que du coup, ils n'ont pas ce frein psychologique du doute. Et puis, il y a aussi des gens qui revendiquent douter et aimer que les gens qui doutent, comme la fameuse chanson d'Anne Sylvestre, J'aime les gens Oui. qui doutent. Vous, plus vous avancez en âge, Oui. moins le doute vous étrangle. Je parle de mon expérience, parce que Ouais. si on parle effectivement des jeunes, je prends par exemple mes deux fils, qui sont tous les deux chefs d'entreprise, tous les deux hyper entreprenants. Eux, ils n'ont pas de doute. Et j'ai une confiance énorme dans la jeunesse. J'ai une confiance dans la jeunesse d'aujourd'hui. Alors on va faire justement un lien avec la question suivante. Est-ce que vous êtes plutôt dans la vie pessimiste ou optimiste? Donc j'ai en partie la réponse, mais qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Donc la jeunesse? Ce qui me rend optimiste pour la jeunesse, pour l'avenir, c'est effectivement la jeunesse. La jeunesse, j'ai des exemples autour de moi, mes deux fils. La jeunesse me rend terriblement optimiste. Et de toute façon, on est obligé d'avoir confiance dans la jeunesse, parce que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est eux qui remplaceront tout le monde aux commandes des centrales nucléaires, aux commandes des médias, aux commandes des entreprises. Donc on est obligé d'avoir confiance dans cette jeunesse. Et moi, cette jeunesse, en tout cas, celle que j'ai autour de moi, que ce soit mes fils ou leurs amis, me donne terriblement confiance dans la jeunesse. Il n'y a pas une partie de la jeunesse qui vous irrite quand même? Une espèce de jeunesse un peu politisée, mais qui répète un peu, comme Pavlov, des idéaux un peu oui, mais frelatés? Oui, mais évidemment, on a souvent parlé de la jeunesse dans les banlieues, par exemple, où il y a effectivement une foule, une multitude de voyous. Je me suis interrogé sur pourquoi, et là il y a forcément des notions de ghettoisation qui font surface. Moi j'ai l'exemple de ma sœur qui a été psy et qui a monté des structures de réinsertion dans le 78, et entre autres dans une ville qui s'appelle Chanteloup-les-Vignes, réputée pour où il y a avoir beaucoup de voyous. Et ma sœur a réinséré des jeunes, beaucoup de jeunes, par le travail, mais également par l'échange, voilà, par l'échange. Et je les ai rencontrés parce que j'avais été filmer des choses pour ma sœur dans la ville
et dans ses actions. Et effectivement, on s'aperçoit que si on s'occupe des jeunes, si on s'occupe des voyous, si on s'occupe de ci, si on s'occupe de ça, les choses peuvent aller mieux. Alors, il y a évidemment une jeunesse peut-être irrattrapable. Et c'est ça qui me fait le plus peur. C'est cette jeunesse qui est livrée à elle-même, livrée à la haine. Mais encore une fois, c'est une haine qu'on leur a inculquée. C'est pas une haine... c'est une haine exogène. C'est une haine exogène. Voilà, c'est une haine exogène. Parce que je me suis souvent dit, il y a un voyou, il y a un bandit, il y a Hitler, il y a ci, il y a ça. Tout le monde a été bébé. Et un bébé ne peut pas être mauvais. Un bébé ne peut pas être mauvais. Donc il y a quelque chose qui a fait dans la vie de ces êtres, disons, mauvais. Il y a quelque chose qui a fait qu'ils sont aujourd'hui comme ça. La méchanceté pas ontologique, elle est acquise, elle n'est pas innée. Voilà, elle est acquise. Maintenant, peut-être peut-être que ça fait partie du caractère. Il y a peut-être aussi une méchanceté qui fait partie de la personne, donc qui est acquise et qui est innée. Peut-être. Enfin, c'est tellement complexe, j'ai pas les réponses. On va dire des réflexions de sociologues ou de psychologues. Moi, j'ai pas les outils, j'ai pas les armes aujourd'hui pour répondre à ça. Écoutez Serge, on vous remercie beaucoup pour cette interview. On voudrait juste vous dire qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les prochaines semaines et les prochains mois. Donc la sortie de votre livre peut-être ? La sortie de mon livre, je suis en train de le terminer. Vous avez un éditeur déjà ou vous êtes Non, je suis en recherche d'un éditeur. Ok. Ça va faire. Mais là pour le moment, je préfère d'abord le terminer. Je l'ai écrit en plusieurs années. Et des fois, je l'ai lâché pendant un an et demi, parce que à la fois j'avais besoin de me poser, mais à la fois un peu par découragement en me disant je vais jamais y arriver, c'est trop difficile, c'est pas pour moi. Très longtemps, je me suis dit l'écriture, c'est pas pour moi. C'est comme je me suis dit le cinéma, c'est pas pour moi. Et alors que je me souviens d'une phrase de ma femme. On faisait une réunion de travail sur un film avec mon ami cinéaste Alexandre Messina, et elle se moquait de nous en disant mais le cinéma, c'est pas ça. Le cinéma, c'est les stars. Le cinéma, c'est... Non, le cinéma, c'est... on peut faire du cinéma aujourd'hui. On commence par du court-métrage. Toutes sortes de cinéma. Et quand on a sorti ce premier long-métrage, Thème Filme-moi, qui a eu un joli succès, en salle, qui est un long-métrage, elle s'est dit oui, effectivement, c'est possible. Et là, elle a commencé à croire... en vous. À croire en moi. Et je me suis dit, voilà, ce livre, je vais l'écrire, mais très longtemps, j'ai enfoui ça en moi. Et un jour, je vais boire un verre avec une amie qui s'appelle Cécile Chabot, que je connais très bien et qui est passée dans le podcast. Ah oui, voilà. Le bonheur, c'est les autres. Voilà. Et Cécile, on parle de ses projets de roman, et puis je lui parle, elle me dit, et toi, t'as des projets ? Je lui parle de mon projet de roman, et je lui raconte un petit peu, je lui fais le pitch de mon roman qui s'appelle Une étoile sur ta main. Elle me fait un petit peu parler comme ça. Grosso modo, il y a une histoire, il y a une partie de l'histoire qui rencontre un enfant qui est mis dans un placard, qui vit dans un placard par une belle-mère, etc. Au final, dans la discussion, je lui explique ma vie, toutes les choses que j'ai enfouies en moi. Et là, elle me sort, et j'ai véritablement fondu en larmes quand elle m'a dit ça. Je vais essayer de ne pas fondre en larmes. Ici, elle m'a dit, mais l'enfant du placard, c'est toi. Et j'ai réalisé effectivement que Cécile avait totalement raison. L'enfant du placard, c'était moi. J'avais enfoui en moi toutes mes envies, toutes mes envies de création, toutes mes envies en me disant c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et je me suis libéré, je me suis mis à écrire, je me suis mis à jouer du piano, je me suis mis à écrire pour le cinéma. Je suis en train également d'écrire une pièce de théâtre, voilà. Merci à Cécile Chabot alors de vous avoir... Cécile, c'est un ange. Mais alors c'est paradoxal puisque vous disiez que vous aviez eu une enfance heureuse au sein d'une famille aimante, mais vous étiez quand même l'enfant du placard. Donc en fait c'est... Non mais... j'ai compris, c'est voilà, symbolique, c'est pas... C'est par rapport ils vous ont pas maltraité, vos parents. Je me suis moi-même mis, me suis moi-même enfermé dans un placard. Ouais, vous avez le syndrome de l'imposteur, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ce fameux... vous êtes dit, c'est pas fait pour moi. Et j'en guéris avec le piano, l'écriture et le cinéma. On vous souhaite d'en guérir, d'être en bonne santé pour les prochaines semaines et de nous sortir et des films et ce livre et peut-être d'autres livres par la suite. J'ai écrit un deuxième roman également. On aura l'occasion de se revoir à ce moment-là. Il va falloir que je termine également. Merci beaucoup Serge. Merci Gérard. À bientôt et puis n'oubliez pas, le bonheur c'est les autres.
Le bonheur, c'est les autres, absolument.